sereine et voluptueuse malgré la solitude. Qu'en dit Épicure, qu'en dit Lucrèce? Bien sûr, oui, on peut mener une vie sereine et voluptueuse malgré la solitude. Comment? D'une part, en l'acceptant, la solitude, en la préférant même à la fréquentation assidue du beau monde, des personnalités. Et d'autre part, en cultivant son remède de la solitude, qu'est l'amitié. Il s'agit donc d'abord de fuir la foule, de s'en tenir à distance. Il s'agit de privilégier des rapports humains choisis pour leur excellence, l'amitié. Il s'agit de refuser les mondanités, refuser de faire la cour aux puissants, aux élus, du maire jusqu'au président. Ça tombe bien, nous allons avoir les vœux du nouvel an. Vous n'êtes pas obligé d'être épicurien, mais si vous êtes épicurien, vous savez ce que ça veut dire. Vous ne m'y trouverez pas d'ailleurs. Être absent au spectacle des inaugurations, des buffets, des vernissages. Vous ne m'y trouverez pas non plus. Privilégier par contre les vrais gens, les gens de peu, avec qui nous avons en partage l'essentiel d'un art de vivre authentique. Vivre en retrait, mais dans une communauté amicale. Voilà la solution aux affres de la solitude, selon Épicure et selon Lucrèce. La sérénité dépend donc de la solitude elle-même, en ce qu'elle fut la foule et les célébrités. Épicure déclare « Je n'ai jamais cherché à plaire à la foule. La foule, il faut l'éviter. » Il dit « Au milieu des nombreux, l'épicurien rentre en lui-même, en soi-même. Chercher la renommée et se condamner à une vaine course effrénée. En effet, ce désir, la renommée, est infini et par conséquent ne trouve jamais à se satisfaire. C'est un plaisir ni nécessaire ni naturel, le déplaisir de ne jamais être parfaitement comblé par le plus grand nombre est pire que le plaisir d'être reconnu. La recherche de la renommée est insensée. La recherche de la popularité est à terme, oui, à terme, un poison. Acquérir les louanges d'un large public ou même son approbation n'est jamais suffisant et toujours menacé. La séduction est un piège. La recherche des honneurs est coûteuse en obligations de toutes sortes. Son prix est très élevé. Ses satisfactions toujours insuffisantes. On attribue aux épicuriens la maxime « cache ta vie ». Cache ta vie. Être inconnu, ne pas faire parler de soi dans la cité est une discrétion tout à fait recommandable. Les trompettes de la renommée sonnent faux et sont encombrantes. Pourtant, les épicuriens ne vivent pas une vie de reclus. Ils vivent en général en communauté, communauté sans clôture et sans exclusive. Femmes et enfants y ont leur place, ainsi que les étrangers et les esclaves. Toutes les femmes y sont accueillies, épouses légitimes comme courtisanes. L'âge, le sexe, le groupe social d'appartenance ne sont pas discriminants. L'identité ne fait rien à l'affaire de l'amitié. Et ça, c'est seulement dans les communautés épicuriennes et pas dans les autres. Parce que dans les autres, par exemple, il n'y a pas de femmes. Les épicuriens vivent souvent en communauté. Ils passent d'ailleurs même de l'une à l'autre pour se rendre visite. Ils peuvent y vivre seuls ou en famille. Ils peuvent vivre aussi en dehors de toute communauté, ce sera le cas de Lucrèce. Vivant ensemble ou non, la communauté philosophique est une nécessité. Les épicuriens aiment par-dessus tout à se retrouver ensemble. Pour les épicuriens, le sage, comme tout humain, a besoin d'amis. La sagesse a besoin d'être partagée par alter ego. Elle se fortifie du dialogue. La communauté stimule la pensée. Épicure déclare « De tous les biens que la sagesse procure pour la félicité de la vie tout entière, celui de l'amitié est de beaucoup le plus grand. » Il ajoute « Toute amitié est par elle-même désirable. » Existe-t-il un humain pour ne pas désirer l'amitié, l'amitié à recevoir et l'amitié à donner? L'amitié est réciproque. Mais chez les épicuriens, cette réciprocité ne veut pas dire qu'elle est fondée sur le donnant-donnant. Il n'y a pas de donnant-donnant. C'est au plus riche affectivement, matériellement, financièrement, à donner. À donner, ou plutôt même pas à donner, mais à tenir son bien disponible,
pour un ou pour une amie dans le besoin. On ne donne pas dans les communautés, mais on tient son bien à disposition d'autres personnes de la communauté s'ils en ont besoin. La confiance en l'ami est, en amitié, le bien le plus éminent. C'est la confiance en l'ami. C'est je sais que je peux compter sur toi. Mais tu n'as pas besoin de me donner, tu me donneras si j'en ai besoin. L'amitié est une expression de la liberté et du hasard. Il y a d'abord rencontre aléatoire, puis choix de poursuivre la relation. Enfin, elle est minutieusement cultivée, la relation. Les futurs amis, I ou IES, s'approchent avec prudence, honnêteté, justice, dit Épicure. L'amitié est une relation égalitaire. Elle fait preuve de transparence et de délicatesse. Une relation absolument égalitaire. Épicure conseille, il ne faut approuver ni qui est trop prompt à l'amitié, ni qui est trop lent, car il faut être prêt même à s'exposer hardiment au danger en faveur de l'ami. L'amitié est un besoin humain, comme le pain, comme l'eau, comme la tempérance climatique. L'amitié est une nécessité. Il n'y a pas de vie sans amitié. L'utilité de l'amitié n'est pas que philosophique, ni qu'intellectuelle. L'ami n'est pas seulement celui ou celle des confidences. Ce n'est pas non plus celui ou celle à qui on peut tenir un discours de vérité. Bien sûr que c'est le cas, mais ce n'est pas que cela. C'est celui sur qui on peut compter en cas de besoin. L'entraide est assurée et rassure. Mais même mieux que l'assurance pratique, l'ami assure la sécurité de ne pas être seul. Elle ou il assure la confiance à la présence secourable. Pour autant, l'amitié ne s'achète pas, ni ne se vend. L'amitié est l'antidote de la solitude, la seule antidote. L'amitié est solidarité. L'amitié est aussi, en plus de la solidarité, une communauté, disent les épicuriens, d'affection. L'amitié est affection. Solidarité et affection permettent de vivre continuellement dans la joie, dit Épicure. Avec Lucrèce, l'amitié prend des formes diverses, sans qu'entre elles règne une hiérarchie. Amitié et amour ne diffèrent ni en nature, ni en degré d'intensité. L'amitié peut être chaste ou non. L'amitié est non exclusive, non passionnelle. Elle est sans jalousie. Elle est partage et confiance. Elle est liberté. L'amitié se donne et ne se prend pas. Elle n'est pas propriété. L'amitié chaste ou voluptueuse remplace avantageusement les relations passionnelles de l'amour. Aux complications des passions amoureuses, une amitié voluptueuse, rustique est préférable. La volupté se trouve dans la tendresse libertine, sans autre obligation que de jouir et de faire jouir, ici et maintenant. C'est-à-dire sans autre engagement que ici et maintenant, jouir et faire jouir. La volupté est jubilation corporelle et béatitude spirituelle. Volupté contre possessivité, volupté contre exclusivité. Quand la passion s'empare de la volupté, la jouissance se tourne en peine, en souffrance. Lucrèce fait l'éloge de la volupté vagabonde, éphémère, passagère. La volupté est une dimension de l'amitié. L'amitié érotique a ses spécificités, mais n'a aucune supériorité sur les autres formes de compagnonnage. Toute amitié et amour n'est que compagnonnage. Les communautés épicuriennes sont des communautés d'amis. Le jardin d'Athènes, fondé par Épicure et qui durera plusieurs siècles, la villa des Papyrus à Herculanum, où vécut le Syrien Philodème de Gadara, seront l'objet d'une prochaine rencontre où je vous ferai part de la vie dans ces communautés. En résumé, Conche, qui est notre épicurien français actuel, il vient de sortir un livre qui s'appelle L'épicurien de Corrèze, et c'est un vrai épicurien d'aujourd'hui, déclare « Le progrès de la civilisation ne fait que multiplier les besoins, les tentations de plaisir. Or, selon Épicure, pour être heureux, il suffit d'avoir de l'eau, une nourriture simple, un vêtement, un abri, d'être philosophe et de vivre en communauté d'affection avec ses amis. » L'amitié est si fondamentale pour l'existence que même les dieux nourrissent entre eux de l'amitié. Vous savez que chez les épicuriens, il y a des dieux, mais ces dieux sont tellement contents qu'ils ne s'occupent pas des êtres humains,
Il faut être mal dans sa vie pour faire souffrir les autres. Quand on est bien, on n'a pas de raison de faire souffrir les autres. On s'occupe du bonheur que l'on a avec ses semblables, point final. Vous voyez, tous les gens qui font souffrir leurs voisins ou qui font souffrir les étrangers, hein, c'est qu'ils sont mal dans leur peau, les pauvres. Voilà. Il faudrait mieux se soigner, peut-être que ça. On épargnera un autre. Donc ces dieux sont des dieux qui existent bien sûr chez Épicure, mais qui n'ont aucun rapport avec les êtres humains. Par contre, les êtres humains peuvent les prendre pour modèle, parce qu'ils ont un état de perfection supérieur à celui des autres. L'amitié ne se fonde pas sur les liens du sang, mais si la parenté naturelle se double d'une parenté d'âme, l'union n'en est que plus intime. Épicure aimait tendrement ses trois frères, qui, comme lui, se sont adonnés à la sagesse. Épicure rendit visite de nombreuses fois aux diverses communautés, parfois au-delà de la mer Égée, entre la Grèce et l'Asie mineure, la Turquie actuelle, et notamment en Ionie. Une correspondance abondante entretint une chaude amitié entre épicuriens et entre les maîtres et les disciples. À l'époque d'Épicure, à cette fin du IVe siècle avant notre ère, la citoyenneté était en crise. Athènes avait perdu son autonomie politique, la cité était sous la domination de la Macédoine, les liens familiaux étaient devenus lâches, les Grecs se sentaient seuls et faibles, la jeunesse était politiquement désenchantée, elle se retira de la vie politique, elle se mit à l'abri des tourments politiques, elle recomposa une vie sociale restreinte en nombre et ambitionna pour tout bien le règne de l'amitié. C'était la seule politique. Les épicuriens déclarent « Il faut nous libérer de la prison des affaires et de la politique. Il nous faut nous libérer de la prison des affaires et de la politique. » Et ils ajoutent « Impossible de mener une vie libre si l'on acquiert de grandes richesses, car cette acquisition n'est pas facile sans se rendre esclave de la foule et des monarques. Pourtant, la vie libre possède toutes choses en continuelle abondance. Et si par hasard, il lui échoit de grandes richesses, eh bien, il est facile de les distribuer pour se gagner le cœur de ceux qui vivent près de nous. » Ils auraient pu ajouter les épicuriens, et ainsi s'en faire des amis, ce qui est un bien encore plus grand que la richesse financière et matérielle qui est la nôtre. En tout cas, c'est pure générosité, quoique générosité intéressée, c'est-à-dire une générosité intelligente. L'amitié, pour les enfants et pour les adolescents, était vive. Les épicuriens sont soucieux de soutenir la jeunesse, de subvenir à leur éducation quand leurs parents meurent. Les parents eux-mêmes confient habituellement leurs enfants à des amis quand ils ressentent l'approche de la mort. Cette attitude particulièrement bienveillante à l'égard de la jeunesse et des jeunes générations est assez étonnante dans une civilisation plutôt tournée vers la célébration des ans et de la vieillesse. Les amis peuvent se donner avec empressement des marques physiques de tendresse, de tendre déférence, comme le baiser sur les joues, sur le front, sur les genoux, et cela en public. Ces actes d'hommage, très démonstratifs, sont réciproques, quel que soit le rang reconnu entre les personnes. Les maîtres et les disciples entre eux s'échangent réciproquement des marques d'estime et de tendresse. L'amitié les lie étroitement. Entre épicuriens, la volupté corporelle n'est pas réservée au couple érotique. L'amitié, chaste ou non, concerne le corps. On a l'histoire d'une séance où Épicure fait des commentaires, discute avec ses disciples, et un disciple se lève, se jette aux genoux d'Épicure et lui embrasse les genoux. Épicure le relève, le raccompagne à sa place, et à son tour, Épicure se met à genoux, lui embrasse ses genoux. Vous voyez, ça, c'est l'esprit d'égalité et de manifestation physique de l'amitié. Chez les épicuriens, contrairement aux autres écoles, stoïciennes, aristotéliciennes, platoniciennes, l'amitié n'est pas un simple moyen, n'est pas seulement un stimulant pour la sagesse. L'amitié est un but, elle est l'occupation première. Le bonheur réside dans l'affection mutuelle et dans la confiance. Les communautés épicuriennes durèrent jusqu'au IIe siècle de notre ère, soit au total 5 siècles. L'amitié permit de vivre dépouillé des désirs vains, au plaisir éphémère.
L'amitié n'est donc pas qu'un moyen pour atteindre la sagesse. L'amitié et la sagesse elle-même. L'amitié est une fin en soi, c'est pourquoi les épicuriens consacrent un culte à l'amitié. Pour finir, je voudrais vous lire une dizaine de sentences épicuriennes concernant l'amitié, donc retour au texte d'Épicure ou des épicuriens. L'homme bien né s'adonne principalement à la sagesse et à l'amitié. De tous les biens que se procure la sagesse pour que la vie soit tout entière bienheureuse, le plus grand de beaucoup est la possession de l'amitié. Le bien le plus grand. L'amitié mène joyeusement sa ronde autour du monde. Enchante le monde. C'est même ce qui constitue le monde. Le monde est constitué, le mouvement du monde est constitué par l'amitié. L'amitié doit toujours être recherchée pour elle-même, bien qu'elle tire son origine du besoin d'une aide. Et ça c'est très matérialiste. Hein. C'est qu'à la fois on a besoin, on est dans le besoin, on n'est pas autosuffisant, contrairement à ce que pensent les libéraux d'aujourd'hui, où chaque individu devrait être autosuffisant. Ben non, on n'est pas autosuffisant, on a besoin des autres. Mais une fois qu'on a les autres, il ne faut pas les chercher que pour recevoir, mais il faut simplement s'assurer de la possibilité de aides réciproques en fonction des biens de chacun. Ce sont donc les nécessités de la vie qui font naître l'amitié. Les humains ne sont pas individuellement autosuffisants, mais ce qui forme et maintient l'amitié, c'est la communauté de vie entre ceux qui ont atteint ou qui cherchent la plénitude du bonheur. C'est dans la communauté qu'on juge de l'amitié. Vous voyez, ces communautés ont donné les communautés chrétiennes. Sauf que dans les communautés chrétiennes, il y a une clôture. Et que les hommes et les femmes ne sont pas mariés, ne sont pas ensemble. Là, les familles, les célibataires viennent aussi. Toutes sortes de femmes, toutes sortes d'individus, quel que soit leur rang, les esclaves, les étrangers, tout le monde a sa place. L'amitié peut s'étendre jusqu'à donner à manger à des étrangers. Par contre, on sait que, alors que parfois la Macédoine occupe et crée un blocus autour de la ville d'Athènes, on manque d'aliments. Et donc les gens à Athènes ont faim. Et les épicuriens ont une communauté qui s'appelle le jardin où ils cultivent. Et donc il y a des gens qui viennent taper à leur porte en leur disant « donnez-nous à manger », on crève de faim. Et donc on pose la question à Épicure, doit-on donner à manger à des gens qui viennent et qui ont faim alors que nous on a juste ce qui nous est nécessaire? Et la réponse d'Épicure est la suivante: s'ils ne sont pas défavorables, alors on peut leur donner. Pas s'ils sont favorables, mais s'ils ne sont pas défavorables. Il suffit qu'ils ne nous fassent pas de mal et à ce moment-là on leur donne. On partage. Celui qui nous aide dans l'amitié n'est pas tant l'aide qu'il nous donne, que nous donnent les amis, que notre confiance dans cette aide. Ce n'est pas l'aide matérielle, c'est la confiance. On sait qu'on peut compter. Ça rassure. L'incertitude de l'avenir, être seul face aux infortunes de l'existence, est la source majeure de la souffrance. L'amitié y pallie. Nouvelle phrase. Ni celui qui recherche continuellement son intérêt n'est ami, ni celui qui jamais n'associe l'intérêt, l'amitié. Car l'un trafique de ses faveurs pour en tirer bénéfice, l'autre coupe à la racine tout bon espoir pour l'avenir. Voilà. Ceux qui font le malin parce qu'ils n'ont jamais rien besoin, et qui sont inaptes de dire j'ai besoin d'eux, ou je peux avoir besoin d'eux, est-ce que je pourrais compter sur toi? C'est ça les relations d'amitié. Les gens avec qui on ne peut pas dire je suis dans le besoin, est-ce que je peux compter sur toi? Si je ne peux pas le dire, ce n'est pas un ami. Voilà. Bien sûr que si on a des amis que pour s'enrichir ou tirer profit, ça non plus c'est pas de l'amitié. Il y a deux aspects. La solidité inébranlable de l'amitié réside surtout dans cette limitation des mots. La solitude accroît la souffrance, la compagnie d'amis la réduit. Trop de précipitation ou trop de lenteur à nouer une amitié est également blâmable, mais il faut être prêt, pour sauver l'amitié, à courir même des risques. Le sage ne souffre pas plus quand il est torturé que quand il voit son ami soumis à la torture.
façon particulièrement forte. Portons le deuil de nos amis, non pas en nous lamentant, mais en gardant leurs souvenirs dans nos cœurs. Portons le deuil de nos amis, non pas en nous lamentant, puisqu'ils ne souffrent plus. Quand ils sont morts, ils ne souffrent plus, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Je vous rappelle notre rencontre sur la mort. La mort n'est pas douloureuse, surtout la nôtre, puisque quand on meurt, on ne sent rien. On n'est pas là pour constater notre mort. Par contre, on peut être attristé par le deuil des autres, mais il suffit de garder leurs souvenirs des autres, de nos amis, dans notre cœur. Et même chez les épicuriens, tout ami étant mort, on lui célébrait un anniversaire qui était fixé dans l'année. Donc dans l'année, pratiquement tous les jours, dans les vieilles communautés, tous les jours on célébrait un ami qu'on avait connu et on racontait sa vie. Non pas parce qu'on s'adressait à lui, puisqu'il n'existait plus. Il n'existait plus, mais on se rappelait à lui, on ravivait dans notre cœur les bienfaits qu'il nous avait faits et le plaisir qu'il nous avait accordé en étant parmi nous. Et pour finir, elle est bien belle aussi, la vue de ceux qui nous sont proches et chers. Quand au lien du sang s'ajoute l'union des cœurs. Car une telle vue nous porte grandement aux confidences. Voilà, maintenant c'est à vous. Sur l'amitié, sur la solitude. Vous avez sûrement de l'expérience, comme tout le monde. Moi, je pense que Georges Brassens devait être un bon ami. Parce qu'il a beaucoup chanté les amis, il a son tour la même famille, etc. Le copain d'abord, La renommée. la renommée, c'était, je pense que c'était ça. Et en même temps, il avait aussi un amour fidèle, je pense. Il a dit aussi, quand on est plus de 3, on est une bande de groupe. Voilà. Donc là, c'est l'idée de foule. Oui. Voilà. Éviter la foule et les mondanités. Parfois, en politique, vous avez les deux. Vous avez les mondanités et la foule. L'un appelant l'autre. À Metz, on connaît ça. À cette aussi. À cette aussi. Ça doit être universel. En tout cas chez nous, voilà. Donc oui, ça veut dire que l'amitié est une relation interpersonnelle. Voilà. Même s'il y a des groupes, ces groupes sont restreints et les rapports sont toujours entre personnes. Voilà. On évoque toujours, dans la vie, dans les communautés, on évoque toujours des personnes. Voilà. Toujours des relations de personne à personne. Quand on écrit d'une communauté à une autre, on écrit toujours à une personne. On n'écrit pas à la communauté, on écrit à une personne. Parce que la communauté n'existe que comme l'ensemble des relations interpersonnelles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand vous invitez beaucoup de monde à une fête, par exemple, ce qui compte, ce n'est pas l'activité du groupe, mais c'est l'activité de chacun. C'est la possibilité pour chacun de rencontrer chacun et chacune. Je crois que ce qui crée des liens d'amitié, c'est de faire ensemble. Faire ensemble. Voilà. Le souvenir que j'en ai, moi, les liens d'amitié, c'est ça. Faire ensemble. Faire ensemble. Alors, dans les communautés épicuriennes, d'abord, il y a une activité de production alimentaire pour survivre, de construction aussi, mais aussi une activité de récit du vécu. C'est-à-dire les gens viennent, ils racontent des histoires qu'ils ont vécues et ils discutent avec les autres qu'est-ce qu'il convient de faire. Et donc chacun donne son point de vue. Il y a une sorte de groupe où on fait du vécu la matière première d'un savoir. Bien sûr, avec une pensée, c'est la pensée dite d'Épicure. Mais vous savez, chez les Grecs, chez tous les Grecs, et pas que chez les épicuriens, quand les disciples trouvent une bonne formule qui a l'aval du groupe, eh bien, on va décider que cette formule-là sera celle d'Épicure. Donc on attribue beaucoup de choses à Épicure. On n'est pas sûr qu'il ait tout dit, ce qu'on lui attribue, mais c'est parce que quelqu'un a trouvé une formule forte qui a eu l'aval de la communauté, et donc
on considère que c'est Épicure qui l'a dit. Donc faire ensemble, en tout cas ce qui nous en reste comme trace, ce qui est le cœur de l'être ensemble chez les épicuriens, c'est une réflexion philosophique pour atteindre la sagesse. Voilà. Et donc voir comment chacun, en fonction de ce qu'il est, hein, et chacun est différent, comment il peut appliquer les préceptes épicuriens. Hein. C'est-à-dire, tous les plaisirs sont bons, mais il faut éviter qu'un plaisir entraîne un déplaisir plus grand. Ben, pour tout individu, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas la même réponse à la question. C'est chacun qui doit analyser ça avec ce précepte-là. Le déplaisir ne doit pas dépasser le plaisir. Après, il y a les désirs naturels nécessaires. Mais même ceux-là, hein, c'est-à-dire boire, manger, etc., même ceux-là vont être, cette explication, dire qu'il y a des désirs naturels, des désirs qui ne le sont pas, vont être par la suite, au début de notre ère, va être un peu gommée. L'idée de nature paraît aux épicuriens peu fiable. Peut-être parce qu'il n'y a pas de nature. Voilà. Et c'est le cas de Lucrèce, un peu avant notre ère, qui, lui, ne fait pas spécialement référence au désir naturel. Et puis vous avez les gens à Herculanum, hein, à la Villa des Papyrus, qui, eux, vont considérer qu'une charge publique peut faire partie des désirs naturels, ou alors les désirs naturels sont mis de côté, hein, parce que ces gens-là vont même vont avoir des charges, hein, des charges politiques. Il y en a même un qui va être consul. Hein, bon. Je suis un peu étonnée de sa définition de la solitude. Parce qu'elle correspond plutôt à la nôtre. Hein. Alors, quelle définition Ce de que j'ai entendu, c'est fuir les plaisirs mondains. Ah oui, ça veut dire qu'il vaut mieux... Il y a une autre sorte de solitude. Bien sûr, mais il vaut mieux être seul que d'être à la cour du prince. Il vaut mieux être seul que d'être au vœu du maire. On prend un exemple au hasard. Monsieur Legret, au vœu du maire, on peut satisfaire tout à fait les plaisirs naturels. Il y a un buffet qui est toujours abordable. Donc ce sont des plaisirs, certes, et même nécessaires. Pour le buffet, oui. Donc on n'a pas des plaisirs intellectuels. Les plus malins, c'est ceux qui viennent avec des plastiques pour apporter. D'accord. Mais si il y a des gens qui ont fait, ils ont raison de le faire. Il faut prendre la nourriture, elle se trouve. Hein. Et là, apparemment, c'est possible. Je peux le dire parce que le maire de Metz le sait, c'est mon point de vue. Voilà. Je ne vais pas, je ne fais jamais aucun vernissage, sauf pour l'annonce de la séance culturelle de l'année. Hein, où je participe parce que je me dois d'y être, je pense. Non. Mais autrement, je ne vais à aucun vernissage. C'est un point de vue que j'attribue à Épicure chez moi, mais quelqu'un peut, sur le même événement, avoir un autre point de vue. Ce qui se passe dans les communautés épicuriennes, c'est que ça est mis en discussion. Et puis chacun en décide à sa façon. Mais c'est vraiment mis en discussion. C'est mis en discussion par des gens qui sont à l'écoute et qui ne pensent pas avoir toujours raison. Voilà. Parce que les épicuriens sont des gens qui vivent en communauté et qui, dans la confidence, disent voilà, moi j'ai fait ça, mais je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Voilà. C'est des gens qui doutent un peu. Hein, bon. Alors, on en trouve peu de gens qui doutent, surtout d'eux-mêmes. Voilà. Chez les épicuriens, dans la communauté, on peut se faire la confidence parce qu'on est entre amis. Donc, entre amis, on peut dire voilà, moi, j'ai cette décision à prendre, j'ai peut-être mal fait. Bon, voilà. Comme moi, ce matin, avec une amie, je lui ai dit que la veille au soir, j'étais rentré un peu par réfraction chez quelqu'un, en mésestimant son intimité, et que peut-être j'avais mal fait. Bon. Et mon ami m'a dit, oui, oui, Michel, non, toi, tu n'aurais pas accepté ça. Et non, je ne vais pas accepter. Mais voilà, tu n'aurais pas dû le faire. Voilà. Mais ça peut se faire dans une relation amicale. Bien sûr, parce qu'on a une grande confiance. Voilà. Et vous voyez combien c'est riche. D'abord parce que ça soulage d'un poids, parce que je me disais que peut-être, effectivement, je m'étais mal comporté. Hein, voilà. Mais vous voyez, ça... Voilà, j'ai eu la confirmation. Voilà. Alors, là, je vous ai tracé ça de façon schématique. C'est un peu plus subtil, mais il n'empêche que j'ai eu tort de faire ça. Voilà. Mais ça peut se faire avec des amis. Voilà. Vous voyez, c'est une preuve d'amitié
que d'être capable, avec ses amis, de leur soumettre des situations, problèmes. Voilà. Je suis un peu comme Lana tout à l'heure par rapport à la solitude. Là, on parle beaucoup de relations, d'amitié, de rapports d'amitié, de personne à personne. Mais pour moi, la solitude, c'est vrai qu'il y a aussi la personne qui se sent seule. Et alors, pour moi, c'était peut-on vivre une vie sereine malgré ou avec la solitude? J'étais un peu se penser aussi qu'on allait un peu développer ça. Parce qu'il y a des fois des personnes qui ont du mal à aller, même vers une seule autre personne. Et voilà, c'était un peu ça, moi, que j'avais... Je pensais qu'on allait un peu développer ce côté-là. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas trop développé, enfin, vous ne l'avez pas trop développé pour l'instant. C'est plutôt la relation vraiment amitié, rapport personnel plutôt que rapport de foule. Mais cette personne ces personnes qui existent, qui quelquefois ont même du mal à aller vers l'autre, est-ce qu'elles peuvent trouver, selon Épicure, une sérénité et... Alors, pour être au plus près d'Épicure, je vais essayer de vous dire un peu au plus près d'Épicure, peut-être j'en dirai un peu plus en sortant d'Épicure. Mais au plus près d'Épicure, ça veut dire que ce sont des gens qui doivent chercher, l'amitié cherche dans l'aléatoire. Ça veut dire qu'il faut sortir dans son quartier. Il faut sortir dans son quartier. Voilà. Voilà. Moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Dans mon quartier à Metz, je ne sortais pas trop. Bon. J'avais une très mauvaise estime déjà dans mon quartier. Bon. Et j'ai décidé de sortir. De voir des gens. Je rencontre des gens qui ont des idées très opposées aux miennes, très opposées, très très opposées. Mais il n'empêche que se crée de la confiance, de la confidence sur les problèmes familiaux des uns et des autres. Voilà. Vous voyez, par exemple, pourtant ce sont des gens qui, politiquement, seraient mes ennemis. Voilà. Voilà. Mais il n'empêche que, ici et maintenant, sur la question du quartier, de l'avenue, on a une avenue qui va passer en sens unique, je vous raconte tout, donc on se réunit entre nous pour voir quelle est la position des riverains de cette avenue. Bon, pour dire à la mairie, on a un point de vue, parce qu'on est concerné puisqu'on est dans l'avenue. Bon, vous devriez nous demander notre avis, bon, pourquoi pas. Bon, on réunit des gens qui parfois ne se sont jamais rencontrés, parce qu'ils sont en lutte permanente, parce qu'il y a un chien qui aboie, parce qu'il garde sa voiture de mal, etc. Bon. Et bien ces gens-là, ils arrivent à se rencontrer. Ils arrivent à se rencontrer et ils arrivent même à dire, bon, on a des problèmes entre nous, on a des divergences, on va d'abord traiter les convergences sur le sens unique. Est-ce qu'on peut tomber sur les convergences? Eh bien, on arrive à tomber sur les convergences. C'est limité. Le problème, c'est... Chacun dit, moi, lui là, il n'a pas la même position que moi parce qu'il pense qu'à lui. Et quand il dit ça, il pense, celui qui parle ainsi pense aussi qu'à lui. Donc, vous voyez, et il n'a pas ce souci-là, il ne doute pas. Il ne sait pas que lui aussi pense qu'à lui. Donc, vous voyez, ça, on le fait advenir. Alors, pour l'instant, on ne se réunit pas très souvent, mais on se réunit un peu. Les gens s'écoutent. Les gens s'écoutent. Bon. Il y a même des gens qui arrivent à comprendre que c'est quand même étonnant, il y a très peu de femmes, et quand les femmes marquent leur présence, sur la feuille qu'on fait circuler pour marquer la présence de chacun à une réunion, ils mettent le nom de leur mari. Et le peu de femmes qu'il y a, ils mettent le nom de leur mari. Mais quelqu'un l'a fait remarquer. Ah, ah oui, c'est vrai, voilà. Mais on l'a fait remarquer, c'est pas mal, ça commence à penser la parité un peu. Ça peut se dire. Vous voyez ces choses-là. Et donc je pense que les gens seuls, c'est des gens qui sont souvent fragiles de rencontrer les autres. Et donc, ces gens qui ont peut-être souffert aussi, et qui ont pris beaucoup de baffes dans leur vie. Mais je pense qu'il faut qu'ils sortent. En se disant qu'ils n'ont rien à protéger. Voilà, ça je sors un peu d'Épicure. Je sors un peu d'Épicure. Là, Épicure, je ne vois pas ce qu'il pourrait nous dire. Mais voilà, je crois qu'il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau dans la... Voilà. Parce que la rencontre est toujours aléatoire. Il y a des gens qui disent, voilà, les gens seuls, souvent, disent, moi je veux bien m'entendre avec quelqu'un, mais il faut qu'il ait telle et telle caractéristique. Eh bien, ils rencontreront personne. Donc, il faut qu'ils aillent, j'allais dire dans la foule, non, mais qu'ils sortent, et qu'ils rencontrent les gens de leur quartier, voilà, qu'ils sortent, qu'ils aillent faire le
le marché du jeudi et du dimanche à Metz. Bah oui, il faut faire ça, il faut rencontrer des gens, les saluer, etc. Bon. Et puis à la longue, sur l'ensemble des gens qu'on rencontre, il y a des gens avec qui on va se nouer d'intérêt. Voilà. Là, vous voyez, on peut. Alors il y a des degrés d'amitié, il y a des degrés bien sûr, il y a des degrés. Mais on peut savoir que quelle que soit même l'adversité qu'on peut avoir avec quelqu'un, on peut partager aussi de l'amitié. Voilà. Moi je peux avoir de l'intérêt, on pourrait appeler ça un début d'amitié avec des gens qui sont très éloignés de moi, où beaucoup de choses nous séparent, en philosophie et en politique, et qui sont dans cette salle, voilà, et qui me réjouissent de les voir dans cette salle. Bon, mais bon, je crois que c'est pas mal, ça. Voilà. Ça veut dire qu'on va jusqu'où on peut aller en amitié. Voilà. On va, c'est limité, mais on y va. Voilà. Voilà. Alors que les gens qui sont seuls, ils ont toujours de bonnes raisons de ne pas se lier aux autres. Bon, pour tel ou tel raison, bah oui, bon, bien sûr, on ne peut pas se lier en plein heure. D'ailleurs, c'est pour ça que les communautés épicuriennes étaient des communautés ouvertes. Les gens n'étaient pas obligés de vivre ensemble, en permanence, hein, en tout cas. Ils venaient, ils passaient avec leur famille ou pas. Si la famille ne voulait pas aller dans la communauté, ils n'y allaient pas. Ils vivaient en dehors de la communauté. Il y avait des communautés, un certain nombre de communautés, peut-être une dizaine, une quinzaine de communautés en Grèce et en Asie mineure, en Turquie. Et donc, dans ces communautés, les gens passaient, se promenaient, etc., avec femmes, enfants ou pas. Bon. Et donc, voilà. Et c'était un endroit où on pouvait rentrer et sortir. Et toute relation amicale était différente, bien sûr. Il y avait une spécificité de chaque relation. Et en plus, nous dit Lucrèce que ces relations-là, elles pouvaient être chastes ou voluptueuses, corporelles, physiques. Et que passer de l'un à l'autre, bah, ça passe dans un sens, ça passe dans l'autre, ben, pourquoi pas, bon, c'est comme ça. Bon. Et il n'y a pas une relation qui est principale par rapport à l'autre. C'est nous qui aujourd'hui faisons une différence terrible. C'était vrai aussi d'ailleurs chez les autres écoles philosophiques. Voilà. Ils nous ressemblaient un peu. Voilà. Mais chez Épicure, non. Enfin, chez les épicuriens à l'époque de Lucrèce. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que bon, c'est une autre dimension de la solitude, ça fait partie de la relation humaine, enfin c'est inhérent à la vie, à l'être humain. Enfin, il y a des moments où on est terriblement seul, pas parce qu'on ne peut pas aller vers les autres, mais parce que par exemple on a des choix qu'il faut prendre soi-même. Quand on est confronté à la maladie aussi, je pense à ça, mais bon, ça dépasse peut-être le sujet de... Non, bien sûr, bien sûr. Il me semble que la solitude, oui, c'est inhérent à la vie. Et que, enfin, Lacan nous dit, hein, l'être seul est divisé. Oui, mais c'est Lacan, oui. Bon, ça va. Voilà, bien sûr, c'est le triomphe de l'individualisme, Lacan. Voilà. Mais en même temps, Épicure ne nie pas la solitude. Mais il dit, il faut fabriquer de l'amitié. Il faut rencontrer des gens malades. Bien sûr, vous avez des liens si vous êtes à l'hôpital. Vous savez, dans les hôpitaux, à l'hôpital de Sète, il y a une association qui s'appelle les Blouses Roses. Et c'est des gens qui passent et qui viennent rencontrer les malades pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'on peut nouer à partir de rien, à partir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faisiez avant, etc., comment vous vous sentez, etc. Bon, c'est des gens qui sont que de passage, et c'est de véritables amis. Voilà. Avant, le personnel soignant, qui avait un peu plus de temps qu'aujourd'hui, avait la possibilité aussi de se lier à l'un ou à l'autre. Voilà. Vous avez aussi dans les hôpitaux des clowns qui viennent pour... Voilà. Donc vous voyez, ça existe tout ça. Donc ça veut dire que même quand on est malade, on peut être de l'amitié. Quand Épicure souffre, il souffrait de coliques néphrétiques. Et il n'y avait pas d'opium à l'époque, hein, en Grèce, en Chine aussi, mais pas en Grèce. Bon, il souffrait énormément. Vous savez ce que c'est que les coliques néphrétiques, c'est très violent. Il essayait de supporter ça en prenant des bains, en buvant beaucoup, et en prenant des bains, en buvant de l'eau, et en prenant des bains. Et parfois, il écrit des lettres à des amis en disant « J'essaie de supporter ça en pensant à ta dernière visite, et je revois tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons parlé, etc. » Ça veut dire que même l'idée d'une relation amicale, en sachant qu'elle est toujours présente, même si l'autre est dans une autre communauté, et assez éloignée parfois, mettant plusieurs semaines pour arriver, il pense à ça. Donc ça veut dire qu'il faut rassembler nos amis, il faut garder la mémoire de nos amis. Et il faut garder la mémoire de nos amis quand ils ont été nos amis. Voilà. Parce que souvent,
on a des amis, on se fâche avec eux, et comme on considère qu'on s'est fâché, ce n'étaient pas de bons amis. Si, c'était d'excellents amis, mais on s'est fâché. Ça veut dire, à un moment donné, on n'est plus amis. Vous avez ça, mais vous avez ça entre époux. Regardez les époux. Les gens se marient, ils sont contents d'être ensemble, ils divorcent, et après, les divorcés considèrent que l'autre est maudit. Mais il n'est pas maudit, ils ont eu du plaisir, ces gens-là. Donc il faut se souvenir de son mari, de sa femme, quand on était bien ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez ça? Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes entourés d'amitié. Nous sommes entourés d'amitié. Nous avons eu des amitiés. Il faut le collectionner. Il faut collectionner nos amitiés. Il faut les nourrir aussi. Il faut les nourrir. Voilà. À Metz, j'ai un ami qui est malade, qui en avait plein le dos. Il a même eu des vertèbres qui sont coincées. Bon. Et bien je ne suis pas encore arrivé à prendre des nouvelles de lui. Mais c'est pas possible ça. Voilà. C'est une erreur amicale, d'amitié de ma part. Voilà. C'est monstrueux. C'est monstrueux, bien sûr. C'est monstrueux parce qu'on a peu d'amis et il faut nourrir cette amitié. Et voilà. Et chaque fois que j'y pense, je me dis, oui, il faut que ce soit que la paix, etc. Mais c'est pas le bon moment où je suis fatigué, etc. Bon. Mais vous voyez, ça se nourrit une amitié. De prévention, de prévenance. Geste tout simple. Une question. Est-ce qu'il y a éventuellement des ressemblances ou même des influences entre les communautés épicuriennes et les premières communautés chrétiennes? Oui, alors je crois que les ordres monastiques, c'est ma thèse, sont construites à partir de l'organisation des communautés épicuriennes. Sauf que les communautés monacales sont en cloître, fermées, elles distinguent les sexes, ne sont pas ensemble. Hein. Il y a eu des tentatives, notamment les moines et les moinesses du Saint-Esprit, au début de la Renaissance, sont partis, ils ont dit, faisons comme Dieu, vivons, aimons-nous de toutes les manières, spirituellement, physiquement. Et ils ont traversé l'Europe, ils sont allés de l'Italie en Flandre, et là, ils devaient ressembler plus aux communautés épicuriennes, sauf que les communautés épicuriennes ne faisaient pas de prosélytisme à l'extérieur. Ils vivaient entre eux, si les gens voulaient venir et s'intéresser à leur école, ils étaient reçus. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a ça. En fait, il faut savoir aussi que sur l'idée même de plaisir, comme étant le centre de la vie, le sens de la vie est dans le plaisir, hein, et le principal plaisir, c'est le plaisir d'amitié, bien sûr. Ça ne rentre pas dans la doctrine du christianisme. Voilà. Ça veut dire que quand Paul se plaint, quand il prêche à Grèce, de gens qui se moquent de lui, c'est les épicuriens qui se moquent de lui. Aussi, l'Église catholique, dans ses débuts, à partir du moment où elle est devenue officielle, à un moment où un empereur est devenu chrétien, de ce jour-là, il y a eu des persécutions contre les épicuriens. Mais ça, tout pouvoir persécute les minorités. Bon. Avec les stoïciens, c'est différent parce que les stoïciens, il y avait des accommodements possibles entre la religion chrétienne et les stoïcismes. Donc il y a eu une plus grande fraternité. Par contre, les épicuriens, les textes d'Épicure sont des textes qu'on a récupérés par hasard parce que, de deux façons. Parce qu'on en a trouvé un chez les historiens qui a recopié des lettres, mais aussi il y a des moines qui recopiaient des passages de textes anciens, mais qui ne le savaient pas lire. Donc ils ont recopié des textes d'Épicure, ils n'ont pas su ce qui s'écrivait. C'est pour ça que ça nous est arrivé. C'est bien, hein, l'alphabétisme. Voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'à la fois, ils sont inspirés des communautés épicuriennes, voilà, mais avec une pensée tout autre. C'est une grosse... Je pense que c'est dans la vie communautaire, c'est quand même quelque chose de fondamental. Les communautés épicuriennes, c'est des communautés philosophiques où la principale tâche, c'est de penser sa vie. Aujourd'hui, on dirait analyser les situations de vie. Mais c'est penser sa vie, faire du vécu la matière première de savoir. Bon, les gens sont là. Mais c'est un peu ce qui se pouvait parvenir dans des mariages, ou avant que les gens aient trop bu, ou dans les communions, où les gens à table partageaient des conditions de vie. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Bon. Alors soit on finit par se moquer, et ça n'a aucun intérêt, ou les gens
non pas donnent des conseils, ça aussi les gens se donnent des conseils, donc les maîtres ne donnent pas des conseils, mais rappellent à partir de quel principe il faut juger de la chose. Donc, Épicure devait dire plaisir, d'accord, est-ce qu'il y a des déplaisirs à la clé? Est-ce que les déplaisirs, ça vaut la peine, l'intensité des plaisirs vaut la peine pour les plaisirs que tu vas engranger? C'est ça le principe. Et donc Épicure rappelait ces principes-là. Et est-ce que vous diriez que dans les communautés monacales, bon, où il y avait la culture justement, est-ce que c'était réservé à des gens fragiles? Ah non, dans les monastères. Enfin, moi je ne pense pas que c'est. Il n'y a pas plus de fragiles dans les monastères que dans la cité. Voilà. Je pense que c'est à peu près le même. Moi je vous dis ça, non pas de point de vue général, mais moi j'étais moine pendant un an. J'étais moine pendant un an, vous vous rendez compte? J'étais moine, je vais tout vous dire, bénédictin à Incalcate. J'étais moine, je suis sorti. Mais je suis sorti non pas sur la critique du monastère, mais c'est-à-dire que c'est quand même... Voilà, moi je rêverais de vivre dans un monastère sans clôture, et s'il n'était pas obligé de croire en Dieu. C'est quand même difficile. Donc, comment? Voilà. Donc madame est de même avis et moi elle l'a vécu. Vous pouvez commencer à faire une... Donc je pense que voilà. Je pense que c'est un lieu bénéfique, par exemple. Dans les monastères, on fait les 3-8. 8 heures de travail intellectuel, 8 heures de travail religieux et 8 heures de travail intellectuel. Et on dort pendant, parce que c'est pour ça que la nuit on se lève, toutes les 3 heures, la nuit, prime, à 3 heures du matin, on commence à se lever, on va prier. Voilà. Ça veut dire que la prière est permanente. Donc la prière est toujours dedans. Mais, voilà. Je pense que le fait d'avoir une vie à la fois pratique et théorique, pour tout le monde, en fonction de ses possibilités, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la correction fraternelle. Ça, c'est pas tout à fait pareil que chez Épicure. Chez Épicure, on rappelle les principes. Et on dit à chacun, dans telle situation, comment tu tiens compte de tel ou tel principe. Voilà. Et puis c'est tout. On questionne la personne et la personne travaille avec ces principes-là. Point final. Tandis que la correction fraternelle, c'est quand même une correction. Voilà, entre moi. C'est des fois un peu rude. Oui, dans le même ordre de question du monsieur, est-ce que les communautés d'hippies des années 70 étaient épicuriennes, d'après vous? Oui, ils avaient des parties épicuriennes, parce qu'ils vantaient le mérite du plaisir. Mais ils ne se posaient pas la question, est-ce que ce plaisir va entraîner un déplaisir plus grave? C'était ouvert aussi. C'était ouvert, oui. Je pense qu'il y avait un fort contenu épicurien, bien sûr. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles étaient épicuriennes. Il y a peut-être des anciens hippies ici. Il y a des anciens moines. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Oh, vous avez été aussi hippie? Non, mais j'ai appartenu à d'autres communautés. Par exemple, à la communauté de Lanza del Vasto et d'Ongula. Parce que j'aimais les communautés. J'étais attiré par les communautés. Donc, voilà. Vous chantiez un souvenir magnifique de quelqu'un. Oui, bien sûr. Un dimanche matin, une session. Absolument. Mais chanter est une nécessité, parce que chanter, selon moi, et pas que moi, mais selon moi aussi, ça, c'est un support à la chasteté important. Donc on chante, ça permet de supporter la chasteté. Surtout pour ceux qui ne l'ont pas choisi. Il y a très peu de gens qui choisissent la chasteté. Ils choisissent la vie monacale et on leur dit, depuis quelques siècles, on leur dit il faut être chaste. Ou il faut être célibataire selon les ordres. Bon. Et donc il accepte pour avoir le reste. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour dans un couple. On accepte des choses pour être un couple. Et après on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Par exemple, on se promet fidélité pour avoir la femme ou pour avoir l'homme. Parce qu'autrement on n'aurait ni l'un ou ni l'autre. Bon. Et puis on s'est engagé et on est tenu. Voilà. Alors soit on trahit sa déclaration, ce qui est le plus souvent le cas, mais personne ne le remarque, personne ne le dit. Voilà. Mais voilà, donc la vie monacale, je pense que vous voyez, dans la vie épicurienne, les communautés étaient d'une grande liberté. Les
gens sortaient, rentraient. Quand ils étaient disposés à revenir, ils revenaient. Quand ils n'étaient pas disposés, ils ne revenaient pas. Voilà. C'était, il n'y avait aucune obligation, ni aucune obligation d'être estampillé épicurien. Ça veut dire que quelqu'un pouvait se doter en partie de la philosophie d'Épicure. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que très rapidement, pas à l'époque d'Épicure, mais dans les époques suivantes, dans les siècles suivants, notamment les derniers siècles avant notre ère, beaucoup mélangeaient l'épicurisme avec d'autres valeurs, et notamment les stoïciens. Parce qu'il y avait quand même deux philosophies populaires, vraiment populaires, c'est la philosophie stoïcienne et la philosophie épicurienne, et certains mêlaient un peu les deux, hein, de manière assez étonnante, mais ils arrivaient à le mêler. Sénèque, c'est le cas, il est à la fois épicurien et stoïcien. On dit aussi que Montaigne, il est stoïcien et épicurien. Chacun pense qu'il est... Moi, je pense qu'il est d'abord épicurien, parce que je suis épicurien, mais les stoïciens diront que Montaigne est d'abord stoïcien. Mais c'est vrai qu'il s'inspire des deux. Bon, voilà. On peut dire aussi qu'il est sceptique. Voilà. Bon, ça aussi, c'est une philosophie assez populaire, moins étendue que l'épicurisme et que le stoïcisme. Puis vous avez même des gens qui se sont déclarés chrétiens et épicuriens. Vous avez Gassendi, qui était un savant à l'époque de Descartes, qui était un rival même scientifique de Descartes, moins bon que Descartes, mais un excellent philosophe, et il se déclarait chrétien et épicurien. Bon, et pour lui c'est possible, c'est conciliable. Bon. Donc voilà. Vous avez Conche, tout à l'heure j'ai cité Conche, si vous lisez l'épicurien de Corrèze, vous verrez que Conche a une vision minimaliste un peu de l'épicurisme. Ça veut dire qu'il renforce boire de l'eau, manger du pain, réduire au maximum les plaisirs, etc. Alors, il dit que ce n'est pas de l'ascétisme, mais quand vous lisez Conche, vous sentez quand même transporté par l'ascétisme de Conche. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il est épicurien, mais avec une sévérité particulière dans son régime de vie. Voilà. Mais il n'empêche qu'il est épicurien. Donc vous voyez, les épicuriens ne se réfèrent pas à une même loi, ils ont des principes, ils ont une éthique. Alors que dans les moines catholiques, chrétiens, catholiques pour ce que je connais en tout cas, il y a une morale et une règle. Une règle. Vous avez même des... C'est terrible. Vous avez même des congrégations, des ordres monastiques qui au début n'avaient pas d'ordre, n'avaient pas de règles, et puis petit à petit, le Vatican leur a fait adopter un ordre. C'est par exemple les franciscains. Où François d'Assise a eu ce génie de dire on ne va pas vivre en suivant des règles pour plaire à Dieu et pour gagner notre paradis. Non, on va imiter Jésus. On va vivre comme lui, en vivant comme lui. Et ça suffit. On n'a pas besoin de règles. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand je mets le doigt sur ces textes-là avec des franciscains, et surtout avec des clarisses, parce que j'ai des amis clarisses, voilà. C'est pour ça qu'elles sont clarisses. Bon. Elles m'ont échappé. Alors, voilà. Donc, mais je leur montre ça. Elles l'ignorent, elles ne savent pas ça. Elles ne comprennent pas pourquoi je mets mon doigt sur ça, sur le fait qu'il n'y avait pas de règle. Parce qu'elles vivent selon une règle que s'impose. Voilà. Alors, chez les épicuriens, il n'y a pas de règle. Il y a des principes. On vit selon ces principes et on y vit si on le peut. Personne n'est jugé. Parce que ce n'est pas obligatoire. On peut se dire épicurien sans vivre tout à fait selon les principes d'Épicure. Parce que, si vous voulez, on a deux personnages qui sont bien connus, c'est Épicure et Lucrèce. Bon. Épicure est de santé fragile. Lucrèce est de bonne santé. Très bonne santé. Donc, il en a fait beaucoup. Épicure, lui, est très restreint dans ses plaisirs. Parce qu'il est très souffrant. On s'est beaucoup moqué d'Épicure parce qu'il est resté longtemps allongé. Il a passé une grande partie de sa vie allongé. Bah oui, parce qu'il souffrait des coliques néphrétiques. Il était très malade. Il était un grand malade. Lucrèce, non. Pardon. Bon, moi, j'ai beaucoup fréquenté Lucrèce quand j'étais au lycée, etc. La postérité d'écriture, parce que toutes ces communautés qui, effectivement, ont duré jusqu'au second siècle après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a comme source là-dessus Alors, on a des historiens. C'est quoi, c'est Diogène de Laërce et consorts, quoi. Oui, mais ça c'était sur Épicure, mais il y a d'autres historiens. Et je vous citerai les historiens quand on parlera des communautés. Voilà. Il y a
Il y a des recherches, parce que ces textes, on trouve des gens qui rapportent, Cicéron par exemple. Oui, Cicéron. Qui rapportent beaucoup de choses. Hein. Bon. Et on peut le croiser avec d'autres qui rapportent aussi des choses. Mais Cicéron, c'est un contemporain de Lucrèce, donc voilà, pas... c'est même celui qui a fait connaître Lucrèce. Ah, oui. C'est lui qui a fait éditer les textes de Lucrèce. Alors que lui, il n'est pas épicurien. Cicéron. Il a de la bienveillance. Il est tout, lui. Bon. J'ai vécu ma vie avec lui, donc je le connais bien. Voilà. Alors, tous les épicuriens ne le considèrent pas comme épicurien, même, non, si, bien sûr, même si on reconnaît que Lucrèce a été connu par Cicéron. Moi, que ça, c'est pareil. C'est lui qui a fait éditer en premier, etc. Bon, c'est quand même. S'il n'avait pas été là, bon, il nous aurait manqué. Ah, certainement. Y compris Cicéron. Voilà. Donc, je vous citerai, je vous ferai une bibliographie des gens qui ont contribué à la connaissance de ces communautés. Alors, avec des tas de thèses différentes, hein, bon, parce que ces communautés... C'est quand même original, l'Antiquité. Alors, si je peux faire un peu le dire autrement, moi, cette histoire d'amitié, c'est quand même très intéressant, parce que c'est quand même marqué à la culture antique. Je veux dire, c'est pas... C'est une façon de vivre... Bon, on pense déjà à Patrocle et Achille, etc., dire que les larmes qui versent sur son corps. Ça parcourt des siècles de civilisation antique, c'est une question d'amitié. Donc, c'est pas, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment très original par rapport aux épicuriens, par rapport à d'autres? Je ne sais pas. Je n'ai pas de doctrine là-dessus. Par exemple, les amitiés de Socrate, il y avait beaucoup d'amis, ou des gens qui ont tenté de séduire l'amour d'amitié. Oui. Bon. Mais c'est considéré, chez Socrate et chez Platon, comme un moyen d'atteindre la sagesse. Alors que chez les épicuriens, l'amitié, c'est la sagesse. L'amitié chaste, c'est l'amitié voluptueuse. C'est la sagesse. C'est-à-dire celui qui vit entouré d'amis, il a atteint le plus haut stade possible de la sagesse. Il est, comme le disent les épicuriens, un dieu. Il est un dieu parce qu'il est aussi bienheureux qu'un dieu. Alors que chez Platon, Socrate, voire Aristote, c'est pareil, la communauté sert à l'élévation des individus. Mais élever, c'est tenir compte de la nécessité, par exemple, chez les stoïciens. C'est ça le problème. Tenir compte de la nécessité. Ne pas vouloir faire des choses qui ne dépendent pas de nous. Ne pas se plaindre d'un monde si ce qui ne dépend pas de nous nous arrive. C'est ça la sagesse chez les stoïciens. C'est pas l'amitié. Et chez Épicure, c'est l'amitié. Alors, on dit ça et en même temps on dit, mais Lucrèce, on ne connaît rien de Lucrèce. On ne connaît pas d'amis de Lucrèce. Alors, bien sûr qu'il est tout à fait conforme à mener une vie cachée. On ne connaît rien de Lucrèce. Bon. Il n'y a que Saint Jérôme, parce qu'on a des saints aussi, qui a écrit sur Lucrèce pour le descendre. Bon. À partir du fait... Voilà, c'est du spectacle. C'est à partir du fait que Lucrèce, il faut quand même le dire, s'est suicidé. Voilà. Et pour Jérôme, le suicide de Lucrèce, c'est le fait qu'il était malheureux. Non, c'est peut-être, comme le disaient justement des stoïciens, si un jour tu trouves ta chambre trop enfumée, tu peux en sortir. Oui, absolument. Voilà. Et ça, les épicuriens l'auraient dit aussi. Voilà. Même si ils sont plutôt pour une mort naturelle. On a ce thème-là qui est développé par Conche, par exemple. Il est très attaché au naturel. Donc il y a des choses naturelles, des choses qui ne le sont pas. Et il y a une mort naturelle. Donc il fait conversation sur qu'est-ce que c'est qu'une mort naturelle, et lui il veut mourir de manière naturelle. Bien sûr, c'est un acharnement, etc. Oui, voilà. Mais est-ce que donner la mort, est-ce que c'est mourir naturellement? Bon, il est dans ces préoccupations-là. Bon, parce que lui, il est du côté du naturel. Voilà. Il y a des choses naturelles, des choses qui ne le sont pas. Voilà. Et vous avez des gens qui adorent l'épicurisme, comme Clément Rosset dont je parlais tout à fait au début, mais qui lui croit que l'existence d'une nature est une illusion. Il n'y a pas de nature. C'est purement illusoire. Et donc il préfère Lucrèce, Clément Rosset, que Épicure. Parce que chez Lucrèce, il parle du naturel, mais très peu, et il en sort. Après, quand on sent des moments chez Lucrèce où il parle de son propre nom, même s'il se dit le disciple absolu d'Épicure, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas les textes d'Épicure sous la main. Hein, bon. Mais on voit bien qu'à un moment donné, quand il parle de son propre nom, il
va parler du tragique de l'existence, qu'on fera en janvier, mais il va parler aussi de l'absence de nature, quoi. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas une unité qu'on appelle la nature. Il y a des événements qui s'arrivent, mais il n'y a pas une unité, un objet unique, un principe unique qui s'appellerait l'unité, la nature. Oui. Oui, au début vous parliez de solitude. Comment sortir de sa solitude? Par l'amitié, rechercher l'amitié des autres, des voisins, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que cette communauté est relativement petite? C'est-à-dire on atteint un nombre pas très élevé, parce qu'après ça devient une structure hiérarchisée. Et là, au contraire, chez Épicure, c'est vaste. On a l'impression que plus c'est important, plus la communauté a de la valeur. Oui, les communautés, le jardin d'Épicure a eu entre à peu près 100 ou 150 personnes permanentes. C'est considérable. Et c'est à peu près le nombre de moines qu'il y avait au monastère d'Encalcat quand j'y étais. Maintenant, ils sont bien moyens. Mais voilà. Donc il pouvait y avoir dans des moments où ils se réunissaient en grand nombre pour des fêtes, pour célébrer la mort d'un ami qui était mort et quelques années auparavant, il pouvait y avoir 300 personnes. C'était un grand terrain, aussi, c'était une grande surface. Mais environ 100 personnes devaient vivre en permanence. On le sait parce qu'on a les comptes des ressources. On sait comment ils importaient de bois, comment ils importaient de bois pour chauffer, comment ils importaient d'olives, de blé, tout ça on le sait. Voilà. On a même pensé que c'était une dépense excessive. En fait non, il y a beaucoup de monde. Et quand il y a 100 personnes qui vivent ensemble, il y a une organisation. Et l'organisation, il y a toujours quelqu'un qui préside à la communauté. On verra ça quand on parlera de la communauté. Et celui qui préside à la communauté, ça a été Épicure, mais pas que. Pendant la vie d'Épicure, d'autres ont pris la présidence de la communauté. Et même, il y a eu une femme. Parce qu'on a la liste, pas exhaustive, mais on a une liste assez longue de gens qui ont présidé à la communauté. Quand on regarde les communautés qui ont démarré après 68, généralement, elles n'ont pas survécu très longtemps. Et maintenant, peut-être que la société se penche de plus en plus vers un problème communautaire de partage entre eux, covoiturage. Non, une entraide. On parle d'une entraide. Mais vous voyez, ce qui caractérise Épicure, c'est que c'est quand même une période où il y a un retrait du politique. C'est-à-dire, on en parlera peut-être d'Épicure et de la politique, mais en fait, il fuit la cité. Il fuit la cité parce que les hommes politiques se corrompent déjà. Et puis, il y a une dominance, la Macédoine, Alexandre le Grand, puis son fils emprisonne Ceinture à Athènes et de temps en temps font pression sur les Athéniens pour qu'ils donnent des biens ou des privilèges. Et quand ils ne donnent pas de privilèges, les Athéniens, eh bien, ils vivent un enfermement. Et donc, ils souffrent de la faim. Bon. Et donc, on ne peut plus compter non plus. On ne peut plus compter ni sur les familles, parce que ça se délite, et on ne peut pas compter non plus sur les citoyens pour faire de la politique. Parce que la politique a conduit d'ailleurs à l'occupation macédonienne d'Athènes. Voilà. Et donc, ces épicuriens ont tendance à se rapatrier. En plus, Épicure était né dans une île, et donc qui était grec. Donc il était grec. On a demandé à ces Grecs-là de quitter leur île. Il l'a fait. Et quand on leur a proposé de revenir, ils n'étaient plus de cette île-là, bien qu'ils soient grecs. Donc ils ont été spoliés aussi de leur terrain. Des pieds noirs, si vous voulez. Donc vous voyez, ils ont un vécu détestable. Et donc ils ont perdu confiance aux politiques. Alors ça, c'est la tradition. Mais en même temps, on sait bien qu'à Herculanum, il y a Pinson était consul. Le consul Pinson était un épicurien. Et il vivait dans la villa des Papyrus, à Herculanum. Et donc, lui, il était un politique. Donc ça veut dire qu'à la fois, tout ce qui a été dit sur les politiques, ce que je vous ai dit sur les politiques est tout à fait épicurien, mais il n'empêche qu'il y en a qui peuvent être des êtres politiques et qui sont épicuriens. Comment ils font? Vous avez toujours besoin d'une structure quand même. Si le covoiturage, le couchsurfing, etc. ne fonctionne parce qu'il y a Internet derrière, parce qu'il y a une âme qui régit l'ensemble. Sinon, ça
ça ne marche pas. Voilà. On ne peut pas faire du covoiturage local à 2 personnes. Voilà. Je pense que C'est des petites communautés. voilà, je pense que C'est très bien. Hein, les communautés épicuriennes ont vécu 5 siècles intensément, et en 5 siècles, elles ont changé. Elles ont modifié même le message épicurien. Voilà. Elles ont été aussi gangrénées par d'autres théories. Beaucoup de gens qui étudient les derniers siècles de l'épicurisme montrent tout ce qui les a pervertis. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, certains commentateurs font valoir qu'ils commencent à adorer les dieux. Voilà. Alors ça, à partir d'une question culturelle, tout simple, c'est qu'à Rome, ils s'apercevaient que les statues grecques étaient souvent des visages grimaçants. Et ils avaient pris pour habitude de proposer aux Romains, par exemple, de changer la tête des dieux en mettant un visage rayonnant. Parce que pour les épicuriens, les dieux existent bien sûr, mais ils sont heureux. Donc c'est pas la peine de les faire tristes. Et en même temps, parfois, ils prenaient ces statues chez eux. Et finalement, ils ont fait des offrandes à ces dieux. Et à ce moment-là, on ne sait plus s'ils avaient une croyance à la possibilité d'intervenir sur les dieux et les dieux intervenir sur eux. Il y a des gens, des commentateurs, des interprètes de l'épicurisme qui essayent de montrer ça. Voilà. C'est possible, j'en sais rien, moi je défendrai le contraire, mais en sachant bien que ma partie est sûrement perdue, parce qu'il se peut qu'il y ait eu des déviationnismes par rapport à la doctrine, parce que cette doctrine n'est pas un ensemble de règles. Voilà. Il y a aussi une chose sur laquelle je suis passé, c'est que le philosophe, il consacre du temps à l'amitié, mais aussi à lui-même. Il dit, quand vous êtes dans la foule, c'est l'occasion jamais de rentrer en vous-même. Il faut fuir la foule. Parfois, on ne peut pas la fuir, on est là, dans la foule. Il faut que vous en profitiez pour rentrer en vous-même et pour élaborer un processus personnel, intérieur, une vie intérieure. Il faut développer une vie intérieure. Alors, développer une vie intérieure, ça se fait avec les amis, mais ça se fait aussi avec soi-même. Et donc la foule, il suffit de s'en extraire, pas physiquement, mais mentalement, psychologiquement, on dirait aujourd'hui, hein, spirituellement, on dirait à l'époque d'Épicure, pour mener sur une vie intérieure. Donc vous voyez, pour les vœux du maire, c'est comme ça. Vous pouvez soit manger parce que c'est gratuit, si vous n'avez pas quoi manger, c'est comme profiter. Pour reprendre cette idée de cher, je trouve quand même, bon, en dehors des petits fours et du champagne que j'aime pas, c'est un moment où on voit beaucoup de monde, qu'on ne voit pas forcément dans l'année. Et moi j'adore justement ces moments-là. Et on peut complètement s'isoler et n'avoir que les gens qu'on aime bien autour de soi. Oui, ce que c'est pas souvent. Dans cette vœux du maire, il y a à la fois la population, la foule, bien sûr, mais il y a aussi l'hommage rendu au maire. Conseil municipaux, etc. Bien sûr, c'est l'hommage. Les vernissages ne servent qu'à ça, à rendre hommage aux politiques. Voilà. Bien sûr, alors on peut y aller pour autre chose, bien sûr, mais ça sert à quoi objectivement? Si on dit qu'objectivement ça sert à rendre, faire court aux politiques, ben, faire court, non, c'est pas épicurien. On peut vivre autrement que épicurien. Hein. Bien sûr qu'on peut dire j'y vais pour rencontrer d'autres personnes, etc. Non, pour rendre hommage au créateur qui a proposé. Créateur, tout à fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Peinture, Moi, j'étais persuadé que c'était nous qui avions contribué à tout ça. Mais bon, vous voyez jamais. C'est pas tout à fait vrai. Mais, enfin, je me suis lancé, je continue à dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Vous ne voyez pas des vues ici. Sauf à la dernière séance, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais, sauf à la dernière séance où je demande qu'un élu vienne. C'est moi qui demande. C'est moi qui demande. Parfois il vient, parfois elle vient, ou parfois elle ne vient pas. Mais c'est moi qui demande. Voilà. La dernière séance, allez, j'ai envie de vous faire part de secret. Je ne dis à personne parce que personne ne le sait. La dernière séance sera réservée au rapport des épicuriens avec l'art.
parce que c'est un rapport très particulier. Épicure est contre les beaux-arts, absolument contre. Bon. Et à la villa des Papyrus, à Herculanum, c'est un lieu où il y a des richesses d'art extraordinaires, des bibliothèques, des tableaux, etc. On le sait puisque grâce à l'enfouissement par la lave, et en plus à Herculanum, c'est pas de la lave, c'est de la boue. Ça c'est bien conservé, on arrive à retrouver les objets. On est en train de le faire quand l'Italie aura de l'argent pour continuer, ce sera pas mal, mais pour l'instant, elle a des difficultés. Donc, voilà. Et je voudrais vous offrir, pour faire mieux que l'année dernière, si vous avez été là pour la dernière séance, je voudrais vous offrir un petit récital musical. On se sépare comme ça, donc je prévois de faire que la moitié soit une conférence, l'autre moitié écouter un guitariste chanter. Sans buffet. Sans buffet. Alors ça, c'est autre chose. Maintenant que j'ai appris que des fois on y allait pour manger, peut-être que je vous proposerai, et si je vous propose, ce sera vraiment de manière communautaire, c'est que chacun apporte quelque chose. Ça veut dire que, voilà. Donc voilà, c'était une idée, mais je ne savais pas si j'allais m'y tenir ou pas, mais je pense que c'est pas mal. Voilà qu'on finisse notre cycle par chacun apporte du sucré, du salé, ce qu'il a envie, de ce qu'il peut, en fonction de ses moyens aussi. Voilà. En fonction de ses désirs, de ses moyens. Voilà. Et ce staff serait assez épicurien, comme on dit. Avec pas d'obligation de rester. Voilà. Les gens qui partent seront pas mal vus. Parce qu'on a d'excellentes raisons de partir, voilà. Mais ces choses-là, voilà. On essaiera de se faire une petite rencontre un peu épicurienne. Mais de l'épicurisme d'Herculanum, hein. Pas de... Parce que vraiment, pour Épicure, les beaux-arts, c'est perdre son temps. Du pain et de l'eau, ça suffit bien. Pour Épicure, le pain et de l'eau suffit. Voilà. Et donc ça, on va dépasser Épicure, hein. On va dépasser Épicure. Ce sera l'épicurisme de Michel Négrel. C'est un peu différent. Mais écoutez, je vous remercie. Et